Un système de communication transmet, à travers un canal, les informations de la source vers l'utilisateur. La source fournit l'information sous forme analogique ou sous forme numérique. Ça peut être un microphone, ça peut être un lecteur de disque, de compact disque, ça peut aussi être un capteur, ça peut être des données numériques issues d'un ordinateur. Ces données numériques sont inscrites par l'émetteur sur une porteuse sinusoïdale de fréquence F0. On travaille en modulation d'amplitude, donc les données, les informations sont inscrites dans l'amplitude de la porteuse. Ce signal modulé en amplitude est transformé par l'antenne d'émission en onde électromagnétique. Cette onde va se propager dans l'espace et va arriver sur l'antenne de réception qui va faire l'opération inverse. L'antenne de réception transforme l'onde électromagnétique en signal électrique et on retrouve à la base de l'antenne un signal qui a exactement la même forme que le signal qui a été envoyé sur l'antenne d'émission. La différence est que, à cause de la distance, ce signal ici est beaucoup plus faible et l'amplitude ici est plutôt dans les millivolts ou dans les microvolts parfois, alors que ici, l'amplitude du signal modulé était dans les volts. Entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception, on a une onde électromagnétique où le champ E et le champ B, le champ électrique et le champ magnétique varient de manière sinusoïdale à la fréquence de la porteuse. Le signal qui est envoyé sur l'antenne, c'est un signal sinusoïdal de fréquence F et c'est l'amplitude E qui change. Cette information est inscrite sur l'amplitude d'une manière qu'on va voir dans ce module de formation. Le récepteur, lui, va sélectionner dans la multitude des signaux captés par l'antenne. Le récepteur va sélectionner cette émission-là qui nous intéresse et va en extraire l'information. C'est ce qu'on appelle la démodulation. Et cette information peut être traduite soit par un haut-parleur si c'est de l'information audio, soit être envoyée vers un équipement électronique approprié pour exploiter les données transmises. Je sais que les émissions radio ont utilisé longtemps la modulation d'amplitude avant de passer à la modulation de fréquence. Mais pourquoi ce type de modulation a-t-il eu historiquement tant d'importance? Les premières émissions ont été faites en modulation d'amplitude tout simplement parce que les premiers démodulateurs qu'on a su faire étaient des démodulateurs très simples qui fonctionnaient pour la modulation d'amplitude. Après, assez vite, on a inventé la modulation de fréquence et les démodulateurs FM ont été disponibles. Après, il y a eu une guerre commerciale entre des personnes qui avaient installé des stations de radio AM et d'autres qui avaient installé des stations de radio FM. Ça a été une guerre commerciale et c'est les stations de radio AM qui ont gagné cette guerre commerciale. Les gens comme Armstrong qui ont installé des stations FM ont fait faillite et c'est la raison pour laquelle pendant des années, voire des dizaines d'années, la plupart des émissions commerciales ont été faites en modulation d'amplitude. C'est en 1921 qu'a eu lieu la première émission radiophonique officielle. L'émetteur était à Sainte-Assise, près de Melun, et une artiste de l'époque, Yvonne Brottier, devant l'émetteur, on voit ici le microphone, cette artiste a chanté la Marseillaise et un air du Barbier de Séville. Cette musique a été transmise par l'émetteur vers Paris, à 40 km de là, et c'est une équipe d'ingénieurs qui a assisté à la réception du signal. Et un certain nombre de stations de réception dans un rayon de 1600 km sur tout le territoire français ont pu capter cette émission. Ça a été vraiment la première émission officielle en modulation d'amplitude.
À l'époque, il n'y avait que quelques passionnés qui écoutaient ces émissions radio. Et c'est une année plus tard, en 1922, qu'Émile Girardot a créé le service public d'information et de musique. L'antenne utilisée a été installée à proximité de la tour Eiffel. On voit ici les câbles qui reliaient le sommet de la tour Eiffel à des pylônes d'amarrage. Voilà cette gigantesque antenne qui a été mise en service. L'émetteur travaillait sur 113,2 kHz, donc une fréquence relativement basse qui nécessitait donc une antenne de grande taille. La puissance d'émission n'était pas ridicule, c'était déjà 1000 watts. Depuis ce jour-là, les émissions de radiodiffusion n'ont plus jamais cessé. Pour produire un signal modulé en amplitude, il faut donc une porteuse sinusoïdale de fréquence F0 et une information basse fréquence à transmettre qui peut être un signal audio, un signal vidéo, un signal analogique, un signal numérique. Le signal basse fréquence, l'information s'appelle, dans tous ces modules, s'appelle S de T. Voilà la formule qui définit la modulation d'amplitude. Un signal E de T modulé en amplitude est égal à grand E, facteur de 1 plus K S de T. S de T, c'est l'information basse fréquence et K est un coefficient, fois cosinus oméga T plus phi. La porteuse, on la retrouve ici dans le cosinus oméga T plus phi. Voilà la fréquence F de la porteuse. Et tout ce qui est devant le cosinus, c'est l'amplitude. On voit que l'amplitude n'est pas fixe, mais dans l'amplitude, il y a l'information à transmettre S de T. Alors voilà ce que ça donne au niveau d'un oscillogramme. Voilà un exemple de signal modulé en amplitude. En haut, on a le signal basse fréquence, qui est ici un signal musical. Voilà le signal S de T. Et en dessous, on a le signal E de T, c'est la porteuse. Alors on voit pas bien la porteuse, c'est une sinusoïde de fréquence élevée. Mais on voit que l'amplitude change. Et on retrouve dans la forme de l'amplitude, on retrouve la même forme que le signal basse fréquence. On a vraiment inscrit, on a vraiment gravé sur l'amplitude de la porteuse, on a gravé l'information à transmettre S de T. On peut remarquer que cette inscription, cette gravure est symétrique puisque la forme de S de T, on la retrouve là sur le haut de la courbe, on la retrouve aussi sur le bas de la courbe en inversé. Alors, en l'absence de musique, en l'absence de signal modulant, S est nul. La formule se simplifie et on retrouve E égale à E, cosinus oméga T plus phi. En l'absence de signal modulant, lorsqu'on arrête de parler dans le microphone, l'émetteur émet simplement une porteuse sinusoïdale de fréquence F. Lorsqu'on parle dans le microphone, S n'est pas nul, S est positif ou négatif. Quand S est positif, l'amplitude est plus grande que E, parce que Ks est positif et donc 1 plus Ks est plus grand que 1. Il y a des moments où l'amplitude est plus grande que E, il y a d'autres moments où S est négatif. Ici on a un moins quelque chose, l'amplitude est plus petite que E. Alors il est intéressant de définir ce qu'on appelle l'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure. L'enveloppe supérieure, c'est cette courbe-là dont on trouve facilement l'équation. Chaque fois que la porteuse, qui varie ici de manière sinusoïdale, chaque fois que la porteuse arrive à son maximum, elle vient toucher l'enveloppe supérieure. Autrement dit, je vais trouver l'équation de l'enveloppe supérieure lorsque le cosinus ici est égal à son maximum. On sait que le cosinus varie entre plus 1 et moins 1. Donc il suffit de remplacer le cosinus oméga t plus phi par 1 pour avoir l'équation de cette enveloppe supérieure.
Il me reste donc comme équation pour l'enveloppe supérieure qu'on appelait y ici, y égale à e, facteur de 1 plus k s de t. Ça c'est l'équation de l'enveloppe supérieure. Alors il y a une enveloppe supérieure, il y a bien sûr également une enveloppe inférieure. La voilà, l'enveloppe inférieure. Elle est obtenue, on est sur l'enveloppe inférieure quand le cosinus de la porteuse est égal à moins 1. Donc il suffit de remplacer cosinus par moins 1 et on trouve l'enveloppe inférieure, moins e, facteur de 1 plus k s de t. L'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure ont la même forme que le signal basse fréquence. Si je comprends bien, un signal modulé en amplitude est formé de 3 signaux, la porteuse, l'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure. Non, non, Zenobia, tu ne comprends pas bien. Il n'y a absolument pas 3 signaux. Un signal modulé en amplitude, c'est un seul signal. Les enveloppes supérieures et inférieures sont pratiques. Lorsqu'on a par exemple à dessiner le signal AM, elles sont pratiques, mais elles sont tout à fait artificielles, elles n'existent pas dans la réalité. Dans la réalité, la seule chose qui existe, c'est le signal sinusoïdal, c'est le cosinus oméga t, dont l'amplitude change au cours du temps. L'enveloppe inférieure, l'enveloppe supérieure n'existent pas en réalité, ce sont des réalités mathématiques, ce ne sont pas des réalités physiques. On va s'intéresser à un cas particulier très simple où le signal modulant est un signal sinusoïdal. On a donc S de t égale à A cosinus oméga t. Un signal basse fréquence sinusoïdal avec la fréquence grand F, par exemple, égale à 1 kHz. Le signal modulé en amplitude peut alors s'écrire de manière un petit peu plus simple, puisque je peux remplacer le S de t de la formule précédente par A cosinus oméga t. Et si on pose Ka égale à M, la porteuse modulée s'écrit E, facteur de 1 plus M, cosinus oméga t, cosinus petit oméga t. On a laissé tomber la phase phi. M s'appelle l'indice de modulation. M nous donne une indication sur la manière dont on imprime la modulation sur la porteuse. Est-ce qu'on l'imprime légèrement ou est-ce qu'on l'imprime plus fortement? Cet aspect-là est précisé par la valeur de M. M nous renseigne sur la profondeur, sur l'intensité de la modulation. Mais comment peut-on mesurer cet indice de modulation M à partir de l'oscillogramme du signal modulé en amplitude? Voici un signal modulé en amplitude par une basse fréquence sinusoïdale. Comme prévu, on retrouve la modulation sinusoïdale dans l'enveloppe supérieure et bien sûr dans l'enveloppe inférieure. Quel est l'indice de modulation correspondant à cette situation-là? Eh bien, c'est pas très compliqué. On commence par écrire l'équation de l'enveloppe supérieure. L'enveloppe supérieure est obtenue quand la porteuse passe par son maximum, donc quand le cosinus oméga t vaut plus 1. Voilà l'équation de l'enveloppe supérieure. Cette courbe ici qui relie tous les points les plus hauts de la porteuse, cette enveloppe supérieure a cette équation-là. On va repérer deux points particuliers de cette enveloppe supérieure. Il y en a un ici, c'est le point le plus haut de l'enveloppe supérieure. Il y a l'autre ici qui est le point le plus bas. Le point le plus haut, 0,52 volts puisqu'on a 0,2 volts par carreau. Ce point le plus haut est obtenu quand cette fonction passe par son maximum. Cette fonction passe par son maximum quand le cosinus ici est maximum, c'est-à-dire quand le cosinus vaut 1. Donc ce maximum, ce point à 0,52 volts, correspond à une amplitude E,
facteur de 1 plus m. Donc j'ai une première équation qui concerne le maximum de l'enveloppe supérieure. Le maximum vaut 0,52 volts et il correspond à E facteur de 1 plus m. Alors le minimum, bien sûr, est obtenu, ici on est à 0,12 volts au minimum, est obtenu quand le cosinus est au minimum, donc égal à moins 1. Ce minimum correspond donc à E facteur de 1 moins m. E facteur de 1 moins m égale à 0,12 volts. On a deux équations à deux inconnus, E et m. Il est donc possible mathématiquement de trouver E et m. Alors on peut faire par exemple comme ça, on calcule le rapport Ymax sur Ymin. 0,52 sur 0,12, ça vaut 4,33. Et ça vaut 1 plus m, facteur de 1 moins m, une petite équation à résoudre. Et on trouve l'indice de modulation 0,625, c'est-à-dire 62,5%. Actuellement, cette courbe-là, ce signal modulé en amplitude, correspond à un indice de modulation de 62%. Voilà une porteuse sinusoïdale de fréquence 100 kHz. Le 1 ici correspond à une durée de 100 microsecondes. On a 10 périodes, donc une période dure 10 microsecondes. Ça correspond bien à 100 kHz. C'est un signal sinusoïdal de fréquence 100 kHz et d'amplitude 0,3 volts. On va moduler cette porteuse en amplitude par un signal modulant sinusoïdal. Voilà la porteuse modulée. On voit bien qu'on a inscrit l'information qui est ici un signal sinusoïdal basse fréquence. On a inscrit cette information dans l'enveloppe de la porteuse et on retrouve l'information basse fréquence, la sinusoïde, on la retrouve dans cette courbe là qui est l'enveloppe supérieure et on la retrouve également dans l'enveloppe inférieure. Le signal modulant a une fréquence de 5 kHz. Alors si on augmente encore l'amplitude du signal modulant, on va moduler de plus en plus fortement la porteuse. Voilà, on imprime le signal modulant de plus en plus fortement sur la porteuse. Actuellement, on est à un indice de modulation de 0,75, m vaut 0,75. Si j'augmente encore l'amplitude du signal modulant, on arrive à un indice de modulation m égale à 1, 100%. L'enveloppe supérieure varie entre 0,6, 2 fois 0,3, l'amplitude initiale de la porteuse, 2 fois 0,3 et 0. Et si on continue à augmenter l'amplitude du signal modulant, on passe en surmodulation. L'enveloppe supérieure qui est ici va croiser l'enveloppe inférieure. Là on a un croisement. L'enveloppe inférieure elle est là et elle passe par-dessus l'enveloppe supérieure. La surmodulation elle est gênante dans certains cas pour certains types de démodulateurs, mais elle n'est pas systématiquement gênante. Voilà, on diminue l'indice de modulation. La porteuse est de moins en moins modulée. On a ici un indice de modulation de 0,33. On continue à descendre. Voilà, on retrouve notre porteuse non modulée. Si maintenant on module la porteuse par un signal triangulaire, c'est maintenant le signal le triangle qui est inscrit sur l'enveloppe supérieure, dans l'enveloppe supérieure et dans l'enveloppe inférieure de la porteuse. On voit bien qu'on inscrit toujours l'information dans les enveloppes supérieures et inférieures de la porteuse. Si on module la porteuse par un signal carré, voilà,
le signal carré. Si j'augmente l'amplitude du signal carré, on a deux états, on a deux niveaux d'amplitude, une amplitude élevée qui correspond à la valeur positive haute du signal carré et une amplitude faible qui correspond à la valeur basse. Ça pourrait être par exemple une situation où on se trouve quand on transmet un signal binaire avec un 1 ici, un 0 ici. Très souvent, on utilise une modulation totale et le 1 correspond à une émission de la porteuse et le 0 correspond à l'absence de porteuse. Très souvent, les télécommandes de portes de garage fonctionnent de cette manière-là. Un 1, la porteuse est émise, un 0, il n'y a pas de porteuse émise. Mais on peut très bien transmettre des informations binaires avec deux niveaux d'amplitude de la porteuse. On termine en modulant par un signal périodique de forme quelconque. Voilà le signal périodique modulant. On a bien ici une période. Le signal se reproduit identiquement à lui-même. On a l'information inscrite ici dans l'enveloppe supérieure. Et on a la même information inscrite en symétrique dans l'enveloppe inférieure. Pour éviter la surmodulation, les émetteurs en modulation d'amplitude sont souvent équipés d'un compresseur de dynamique. Alors c'est un dispositif qui a l'air un peu compliqué, mais c'est facile à comprendre. Le microphone est suivi d'un préamplificateur et d'un filtre passe-bas qui définit la bande passante que l'on désire pour le signal audio. Et puis ensuite on a un amplificateur équipé d'un circuit de contrôle automatique de gain. C'est un amplificateur à gain variable. Le gain s'ajuste au niveau sonore capté par le microphone. Si le microphone capte un signal d'amplitude faible, l'amplification se règle à une valeur A1. Si le son capté par le microphone est fort, l'amplificateur se règle à une valeur A2 plus petite que A1. C'est-à-dire que concrètement, quand le signal capté est fort, le gain diminue. Quand le signal capté est faible, le gain augmente. Donc on a en sortie de ce dispositif un niveau sonore qui est toujours à peu près le même. C'est ce qu'on appelle un compresseur de dynamique. Est-ce pour cette raison que les émissions en modulation d'amplitude manquent de dynamique? Quand j'écoute une émission en AM, j'ai l'impression que le volume sonore est toujours un peu le même. Oui, tout à fait. Lorsqu'on utilise un compresseur de dynamique, on perd justement cette dynamique. C'est pour ça que les émissions en modulation d'amplitude ne sont pas très agréables à écouter. Les pianissimos ne sont pas très pianissimos, les fortissimos ne sont pas très fortissimos. Il n'y a pas de dynamique et la modulation, les émissions en modulation de fréquence ont bien amélioré les choses sur ce plan-là. Le problème vient de ce qu'on veut éviter de passer en surmodulation, parce que certains types de démodulateurs réagissent mal quand on est en surmodulation. Dans le cas simple où le signal basse fréquence est un signal sinusoïdal, on a déjà vu que la porteuse modulée pouvait s'écrire de cette manière-là. E, facteur de 1 plus m cosinus oméga t, cosinus petit oméga t. Je rappelle que la fréquence de la porteuse se trouve ici, et la fréquence du signal modulant, la basse fréquence, se trouve ici. Si on développe cette expression, c'est pas très difficile. On a simplement un produit de deux cosinus qui apparaissent. Il faut utiliser la formule de mathématiques cosinus a cosinus b égale à 1 demi de cosinus a plus b plus 1 demi de cosinus a moins b. Voilà le résultat de cette formule développée. On a trois termes, E cosinus oméga t, et ici le produit des deux cosinus qui donne le cosinus de la somme et le cosinus de la différence. Trois fonctions sinusoïdales, ça veut dire au niveau du spectre 3 raies.
une raie à la fréquence F, une raie à la fréquence F plus grand F, une raie à la fréquence F moins grand F. Voilà ces trois raies. Le spectre d'un signal AM modulé par un signal BF sinusoïdal, ce spectre est formé de trois raies. La raie à la fréquence de la porteuse a une amplitude E, la voilà. Les raies latérales supérieures et inférieures ont une amplitude ME sur 2. M étant l'indice de modulation. Si l'indice de modulation vaut 1, 100%, on a deux raies d'amplitude E sur 2 de chaque côté. Et l'écart entre la porteuse et la raie latérale supérieure est égal à la BF, par exemple 1 kHz, si on module par du 1 kHz. Et l'écart entre la porteuse et la raie inférieure est aussi égal à grand F, est aussi égal à la BF. Alors l'encombrement spectral du signal modulé, quelle est la place occupée par ce signal modulé? Eh bien on voit bien que ça va de F moins grand F à F plus grand F, donc la bande occupée est égale à 2 fois la fréquence du signal modulant. Si je produis un signal modulé en amplitude modulé par un signal basse fréquence à 3 kHz, mon signal modulé aura un spectre qui aura une largeur de 2 fois 3, c'est-à-dire 6 kHz de large. Le fait de jouer sur l'amplitude de la sinusoïde m'élargit le spectre du signal. Alors ça c'est un cas simple où la BF est une sinusoïde, c'est un cas simple qui est intéressant parce qu'on peut calculer des choses, mais dans la pratique, c'est pas très intéressant. Le cas intéressant dans la pratique, c'est lorsqu'on module une porteuse par de la musique, par de la parole, par un signal numérique. Et le spectre du signal modulant, on le dessine de manière un peu schématique ici. Voilà, le spectre du signal qui va moduler notre porteuse. C'est plus une simple sinusoïde, c'est plus une simple raie comme au niveau du spectre, mais c'est un signal qui a un spectre qui contient des fréquences graves, des fréquences basses ici, au voisinage du zéro, et des fréquences aiguës. Et le spectre du signal modulant est limité par la fréquence Fmax. Par exemple, si je veux faire une émission en modulation d'amplitude en qualité hi-fi, je vais avoir des graves, je vais avoir des aigus jusqu'à 20 kHz en hi-fi. Le Fmax vaut 20 kHz. Alors quelle est la forme du spectre du signal modulé? On ne peut plus calculer facilement les choses, mais Carson a démontré en 1914, donc ça fait... Voilà, c'est assez vieux, hein, la démonstration. Carson a démontré que le spectre avait cette allure-là. Il y a toujours trois choses dans le spectre. Il y a toujours une raie à la fréquence de la porteuse, d'amplitude E. Il y a toujours une bande latérale supérieure. C'est plus une raie, mais c'est une bande maintenant, une bande latérale supérieure. Et il y a une bande latérale inférieure. Et ce qui est remarquable et extrêmement simple, c'est que la forme des bandes latérales supérieures et inférieures, c'est exactement la même forme que le spectre du signal basse fréquence. C'est-à-dire que pour obtenir le spectre du signal modulé, on fait un copier-coller, on copie la forme du spectre BF et on la colle à droite de la porteuse, et on la colle en la retournant à gauche de la porteuse. Les fréquences graves au voisinage de 0 se trouvent ici au voisinage de la porteuse. Voilà, les graves se trouvent là et se trouvent là. Les fréquences aiguës, qui étaient loin de la fréquence nulle, se trouvent ici, loin
de la porteuse.